présentation de toutsurlehockey.com. Épisode 35 du TSLH Podcast. On réunit ce soir encore une fois les boys du TSLH Espoir parce que Simon vient sur le podcast, Simon Servant, pour ceux qui le connaissent moins, vient sur le podcast ce soir pour parler du repêchage de la Ligue nationale. On n'a pas encore fait d'épisode pour revenir sur l'événement qui s'est tenu la semaine dernière. Les boys, comment ça va ce soir? Ça va bien. Ça va, vous autres? Ça va bien. Très bien. En forme. Ben, pas si pire. Un peu fatigué après la grosse semaine qu'on a couvert avec tout sur le hockey. Les joueurs autonomes, repêchage. J'étais encore brûlé de ma soirée de repêchage. Ouais, c'est pour ça, Max, que je t'ai pas encore invité à faire un barbecue chez nous parce que je me disais que tu étais encore sur les vapes la soirée du repêchage. Donc, pour cet épisode, on va revenir, comme je le mentionnais. C'était quoi, Pascal? C'était de solides vapes. Oui. On pouvait sentir les vapes d'alcool dans nos micros à notre domicile. Ben, écoute, ça a fonctionné. Moi, là, ma commande de Barbe Noire, là, vous l'avez vu, c'était excellent. Là. Je mange ça en plus de ça tantôt. Là. Fait que, une belle promotion de Max. Là. Yes, ouais, ben tu me voles les mots de la bouche, Simon, parce que on remercie encore une fois notre partenaire pour le podcast Barbe Noire, Viande Fumée, une compagnie de chez nous qui fournissent de la bonne viande fumée pour faire des barbecues en chum, surtout l'été, avec une petite mousse sur le bord de la piscine. Barbe Noire, allez liker la page Facebook et vous pouvez aussi commander en ligne, vous faire livrer même sur rendez-vous. C'est super de qualité. Et ben voilà, Maxime en a beaucoup parlé pendant le repêchage. Donc voilà, tout est dit. Les boys, je passerai pas par quatre chemins parce que le repêchage, ça a été assez occupé. Ça a été une belle soirée. Ça a été interminable aussi. Je lance la question ouverte. Comment avez-vous trouvé le repêchage 2021 cette année? La parole est à qui veut prendre la parole en premier? Moi, le repêchage, la première, évidemment, bon, ça, moi, je suis sur le beat de nuit, donc la deuxième journée, ça a été j'ai été en retard, j'ai été déphasé un peu, mais la première journée, la première ronde, c'est toujours excitant, sauf qu'à un moment donné, ça devient toujours, comme tu dis, interminable. Bon, à un moment donné, on commence à avoir hâte que ça se termine parce que ça progresse pas rapidement. Puis, je pense que la Ligue nationale a fait un bon travail du côté de mettre ça avec le Zoom, puis bon, mettre des entrevues en dedans de ça. Puis c'était très excitant, c'était très intéressant, mais je pense qu'il y a une formule là, qui devra être améliorée. Puis là, une chance que ça va revenir en présentiel l'année prochaine parce que ça n'a pas de sens faire un 4 heures et demie de show quand tu as 32 choix à faire en vidéo. Là. T'es même pas là. C'est interminable, mais c'était excitant. Puis j'étais très content d'être avec vous pour le live aussi vendredi dernier. Je suis d'accord aussi. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter côté... c'était interminable. C'est censé être un show. C'est censé être pas mal l'événement de l'année. Le repêchage, on est habitué à ce que ce soit quelque chose de big. Je comprends que là, il y a les difficultés que ce soit en ligne. On le comprend. La LNH fait de son mieux. Mais... C'était ordinaire que ce soit aussi long, aussi interminable. Mais anyway, comme Simon a dit, on n'en reparlera probablement pas de ça parce que dès l'an prochain, on se croise les doigts, là, je touche du bois. Ça devrait être en présence à moins de... Non, je veux même pas en parler, je veux même pas y penser. L'an prochain, ça va être en présence.
Fait que espérons que c'est la dernière fois qu'on vivait un repêchage comme ça. Puis espérons qu'en vrai, ça roule bien l'an prochain puis que ce soit pas un show aussi long. Qui finalement, c'est tellement long que c'est même pas tant un show, c'est juste t'as hâte que ça finisse. Puis, Moi, ça faisait longtemps que je scoutais pour ce repêchage-là. Fait que j'étais quand même excité. Je suis pas un gars difficile, donc ça a passé vraiment vite. Puis j'ai apprécié tout. La seule affaire que j'ai trouvé vraiment long, c'était quand Maxime il faisait de la promo pour Barbe Noire. À part ça, ça allait quand même bien, je te dirais. Mais oui, tu sais, vu de l'extérieur, puis tout, vu qu'on est dedans, ça allait vite pareil. Là, mais c'est vrai que 4h30 de show pour les personnes qui connaissent plus ou moins les espoirs, c'est quand même assez long. Si tu veux juste avoir le pic du Canadien, puis que t'attends 4 heures, puis en fin de compte, c'est Logan Mailloux, mais ça se peut que tu sois déçu de ta soirée un petit peu. Mais bon, je parais, tu sais, moi, personnellement, le lendemain a été interminable. L'année passée, puis cette année, la deuxième journée, ça n'a pas de bon sens comment c'est long. Commencer à 11h, finir à 5h45. C'est long en maudit, là, tu sais. En plus, oui, il y a des time-outs de temps en temps, ils ont des échanges, mais je peux pas croire qu'ils pourraient pas accélérer. Mais bon, bref, là, ça arrivera probablement plus jamais. Donc, voir au ciel, ça va retourner à Montréal l'année prochaine. Puis très content, j'espère que ça va bien aller à Montréal et tout, puis qu'ils vont... ça va être plus entertaining. Là. On verra. On salue les Hurricanes pour les nombreux time-outs d'ailleurs. Ça m'a presque fait perdre ma soirée. Nous autres, Pascal et moi, on couvrait quand même pas mal la journée, la deuxième journée du repêchage avec le site. Puis j'ai dû abdiquer à un moment donné parce que là, ça n'avait plus de bon sens. C'était long. On parle un peu appréciation générale du repêchage. Il y a eu plusieurs surprises, honnêtement, dans ce repêchage-là. On s'attendait à beaucoup de chaos. On en a parlé longuement dans les podcasts, qu'on s'attendait à voir des joueurs qu'on prévoyait peut-être pas sortir aussi haut, des joueurs qu'on prévoyait pas sortir aussi bas aussi. Je commencerai par toi, Pascal. Ton joueur qui t'a surpris le plus à être haut et ton joueur qui t'a surpris le plus à être bas. La question va être pareille pour les autres, les boys. Fait que vous avez le temps de penser à votre réponse. Pour ça, je dirais ça vers Pascal. Tu sais, je pense que probablement... Je pense que Tyler Boucher, tu sais, on peut tout être un peu étonné qu'il ait sorti aussi haut. En fait, le repêchage des sénateurs au total, là, tout globalement, ils ont tellement des bons prospects on dirait qu'ils se sont dit, bon, on va repêcher des prospects B, comme ça, on va avoir de la profondeur, de médiocre un petit peu, ça va bien aller. À la place d'y aller tout le temps pour la clôture puis des meilleurs espoirs, je suis vraiment déçu de leur repêchage. Tyler Boucher, il est pas mauvais, là, il est bon, là, mais au 10e rang, 10 ou 11, je ne me rappelle plus, c'est 10e. Il y avait d'autres choses de plus élites que ça, là, quand même. Là. Il va peut-être me faire taire avec Brady Tkachuk. Ça va être une bonne ligne à affronter si jamais il se développe comme il faut. Là. Ça va être difficile à affronter ces gars-là. Là. Mais j'ai vraiment pas aimé leur repêchage. Sacha Pastujov est vraiment tombé bas. J'étais un peu déçu. Probablement que les équipes ont eu peur du fait qu'il n'y a pas un bon patin. Il y a pas un bon patin. Et il est soft un peu. C'est pas un gars qui va nécessairement jouer dans pas des grosses minutes, là, mais dans le trafic et tout. Là. J'ai comme l'impression que ça a joué un petit peu dans l'évaluation. Puis un joueur qui est sorti vraiment... Il y a eu du chaos, mais pas autant que l'année passée, je trouve, avec Muck Modolin puis Shine Hub, qui était sorti avec Columbus. La plupart du monde qui a sorti en première ronde, ou ben dans les 60 premiers, on s'est tous dit... À part les gars des sénateurs, là, on s'est tout dit, ouais, ça a de l'allure. Là. C'est sûr que Montréal, ben, je sais pas si on va revenir là-dessus, là, mais bref. Parole au prochain. Oui. Ben, moi, j'ai fait mes choix. Celui qui a descendu bas, que je m'attendais pas à ce qu'il descende bas, surtout en considérant la situation, ben, c'est Jesper Wallstedt. Ouais. En considérant que j'en reviens pas encore que les Oilers aient trade back pour ne pas prendre Wallstedt, ça me dépasse. J'en suis pas encore revenu. Tu as l'occasion de combler une position qui est problématique chez vous depuis des années et des années et des années. J'en parle puis je ris parce que rendu là, c'est juste ridicule. Fait que Wallstedt qui a beaucoup descendu.
Puis pour ceux, ça serait facile de nommer Boucher, là, parce qu'elle l'a fait que je vais nommer quelqu'un d'autre, mais un gars que, vous savez, j'ai pas tant scouté cette année, mais il y a un des gars que j'ai regardé quelques matchs qui m'avait vraiment pas impressionné, qui me dit OK, ça devient un bon pick en 3e ronde, un défenseur défensif. Nolan Allen qui sort en première ronde. Ça non plus, je le comprends vraiment, vraiment pas, là. Surtout dans la situation des Blackhawks. On dirait... Jamais je vois le upside de ce gars-là. Même, je parle même pas d'offensif, là, je parle upside tout court de joueur qui a un impact dans LNH. Jamais je vois un gars qui peut sortir en première ronde. Je vois pas la logique derrière ce pic-là des Hawks. Fait que ça serait Wallstead pour le gars qui descend beaucoup. Puis ça serait Allen pour le gars qui a monté beaucoup. On dirait que Edmonton aime ça se compliquer la vie. Sérieusement, c'est un choix facile, là. C'était vraiment facile comme choix. Tu prends Wallstead, tu fermes ta gueule, puis tu le prends, c'est tout. Mais non, ça n'a pas été ça. Ils sont vraiment compliqués à vie pour rien. Ouais, ben moi, pour les joueurs qui ont été repêchés tôt, Allen et Boucher, évidemment, c'est sûr que ça fait partie des gars que moi, j'avais ciblés aussi. Mais moi, je vais aller même un peu... Je vais aller ailleurs. Je vais prendre Isaac Rosen, qui a été repêché au 14e. Écoute, je pense que c'est un gars qui a beaucoup de talent, qui est capable de faire beaucoup de choses avec la rondelle, mais j'aime pas son gabarit, je le trouve un peu soft, je le trouve un petit peu faible sur patin, tout ça. Je pense qu'il y a un gros upside à repêcher au 14e, comme les Sabres l'ont fait, sauf que je pense que ça vient aussi avec des petits points d'interrogation, puis je sais pas si c'était le choix à faire au 14e. Puis pour les joueurs qui ont baissé, ben c'est ça, tu sais, Pastujov, moi j'en revenais pas. Matthew Knies aussi en fin de 2e. Puis plutôt que de dire, bon, vous avez dit déjà les joueurs que je voulais dire, mais Dylan Duke aussi, qui sort. Moi, personnellement, ça a été un petit choc pour moi. Moi, je l'avais en première ronde. De le voir sortir au choix du Canadien. En plus, le choix que le Canadien a échangé à Tampa, puis Tampa met le grappin dessus. Ouais, exactement. Ça m'a fait mal au cœur, mais sinon, je dirais Duke, Pastujov, c'est celui qui m'a fait le plus mal, je pense, pour ma liste personnelle. Là. Je m'en suis pas remis encore. Moi non plus. Je me pose des questions encore sur Pastujov, là, pourquoi il a autant droppé. Puis j'en reviens pas que Nice est allé à Toronto. Je suis tellement fâché. Là. Il va quasiment falloir que j'aime Toronto, maudit. Ouais, ben, je suis un peu déçu, Simon. Tu m'as comme volé les 2 noms que j'avais préparés, mais fallait bien que je m'attende à ça en étant le 4e à parler. Ben, je n'ai un pour toi. Tu peux dire Robida si ça te tente. Hey, voyons, arrêtez de voler mes Stankoven. Stankoven. J'allais revirer la question vers Max. J'allais te dire, je comprends pas pourquoi t'as pas nommé Robida dans tes choix. Là. Hey, t'as passé la journée du lendemain de la première ronde, t'as passé la journée à dire « Ah, c'est là qu'il sort! Ah, c'est là qu'il sort! C'est là qu'il sort! » Et là, à un moment donné, t'as fait comme les faux insiders de Twitter. Là. À force de dire quelque chose, ça a fonctionné. Là. Ben, ça a même pas fonctionné, rendu là. À la fin, j'étais juste... J'arrêtais de le dire, puis j'étais comme... Je sais pas ce qui se passe. Il a descendu, puis ça descendait, puis... Oui, il y a le gabarit qui est problématique, on le sait, on le savait. On l'a vu avec Stankoven aussi, qui a pas un talent pour sortir où il a sorti. Là. Stankoven, c'est un talent de première ronde, puis ça, il n'y a pas grand monde qui... En tout cas, je pense pas que je vais me faire obstiner par pas mal de monde là-dessus. Robida, c'est pas un talent de 5e ronde, c'est un talent des 3 premières rondes. Puis là, c'est la shape, puis c'est plusieurs facteurs, je sais pas lesquels, mais que ça descend, ça drop jusqu'en 5e ronde, j'étais bouche bée. Mais même Matt, ça en même temps. Je veux pas te couper, Matt. Vas-y. Juste pour rajouter à ce que Max il dit. Moi, imagine que je suis une équipe de la Ligue nationale, l'une des 32 équipes de la Ligue nationale, puis j'ai un bon programme de développement. Moi, je pense personnellement que j'ai un bon programme de développement. Les gars que moi j'évalue qui ont du talent, première ronde, 2e ronde, 3e ronde, je les laisserai jamais baisser. Peu importe. C'est comme si tu faisais un peu un désaveu à ton équipe de développement. L'an passé, on parlait de Jérémy Poirier, c'était la même chose. Il a dégringolé rapidement.
à cause qu'il n'était pas solide défensivement. Il y avait un patin un peu questionnable, là. Mais le gars, il avait du talent. Fait qu'à un moment donné, tu te dis à quel point le risque, c'est un high risk, high reward. C'est que tu repêches ce gars-là peut-être en deuxième ronde, première ronde même, puis là, tu te dis, hey, si on le développe, là, le potentiel est immense, puis le retour qu'on peut avoir avec ça, c'est immense aussi. Fait que, tu sais, je pense que Robida, même chose, Stankoven, des gars de même, je sais pas à quel point, tu sais, à un moment donné, tu regardes ce gars-là, puis tu te dis, je sais pas pourquoi ce gars-là commence à diminuer en deuxième, troisième, quatrième ronde, comme même Pass the Job, parce que tu dis, le potentiel est tellement élevé qu'il faut que tu prennes une chance à un moment donné. Donc, moi, j'ai pas compris non plus la dégringolade de certains joueurs. T'sais, si on ramène ça aux Canadiens, leur développement, c'est pas leur point fort souvent. Fait que, tu sais, je peux comprendre que le Canadien va pas repêcher ces joueurs-là, mettons. Parce que, historiquement parlant, ça a pas visé. En tout cas, c'est plus des gars comme Riley Kidney qui ont fonctionné au Oliver Kapanen. C'est plus ce genre de joueurs-là. Mettons, tu sais, pour faire un lien avec ça pour le Canadien, pour que le monde il y ait plus des images en tête. Là. C'est plus des Alex Stock, des Yann Michak qui travaillent avec, pas Alex Stock, mais Luc Stock, puis Michak qui fonctionne avec les Canadiens. Donc, je peux comprendre. Puis, je pense qu'il y a beaucoup d'affaires à améliorer chez les Canadiens, mais c'est vrai que probablement que dans les autres équipes aussi, c'est la même affaire. Pas toutes les équipes qui ont confiance. Peut-être juste Washington qui ont vraiment confiance en eux, puis Détroit, à ce niveau-là. Là. Mais j'aime bien le point que tu as amené, Simon. Ben, tu sais, moi, au niveau des surprises, on les a pas mal tous nommés. Là. Logan Stankoven, moi, personnellement, c'était mon choix pour le Canadien, rendu là en fin de première ronde. Finalement, ils ont choisi un autre joueur. On pourra y revenir plus tard, mais j'ai de la misère à expliquer comment tu peux passer à côté d'un joueur dont le talent de marqueur est aussi flagrant. Puis, tu sais, c'est pas, je dis pas ça pour qu'on se montre prétentieux puis meilleur que les scouts de la Ligue nationale, mais je pense que, tu sais, ça ressort beaucoup que ce gars-là, il est capable de marquer des buts, peu importe l'endroit sur la patinoire. Fait que, tu sais, je peux peut-être comprendre qu'en raison du gabarit, il soit expulsé de la première ronde, mais, tu sais, la chute, elle a été plus, honnêtement, elle a été plus importante que je m'attendais, là. Fait que ça a été un petit peu décevant. En plus, son équipe de jeunesse, c'est le Canadien, puis son joueur, c'est Mike Camilleri. Ouais, c'est ça qu'il a dit en entrevue. Je l'avais écrit sur Twitter. Je capotais. C'est quand on couvrait la deuxième ronde, je pense, qu'il a dit ça. Oui. Que c'est ça. Son idole, c'était Michael Camilleri. Toujours eu de la misère à dire ce mot-là, puis je n'ai même pas encore terminé ma première bière. Fait que... mais pour le reste, Isaac Rosen, moi, j'ai été surpris de le voir sortir haut, mais j'étais quand même content parce que c'était un gars que j'avais quand même haut dans mon ranking, si je peux comparer avec les autres. Tu sais, moi, c'est un joueur que j'avais beaucoup apprécié à regarder pour son dynamisme et tout. Puis, tu sais, je suis pas... il va falloir que je me corrige l'année prochaine là, au niveau de mon scouting parce que j'ai l'impression que cette année, le mot d'ordre dans un repêchage qui est un petit peu plus, tu sais, avec des points d'interrogation puis tout au niveau de la méthode de scouting, puis le fait aussi que c'est pas toutes les équipes qui ont investi dans le vidéo scouting puis dans les méthodes, tu sais, un peu plus modernes à cause de la pandémie. J'ai l'impression qu'on a plus opté pour des joueurs de gabarit, des joueurs de caractère, des joueurs qui ont vraiment un potentiel plus élevé d'accéder à la Ligue nationale, plus que d'y aller pour des coups de circuit. Buffalo en ont tenté un au 14e choix, avec Rosen, à mon avis. Mais moi, c'est ce qui m'a frappé, puis je serais curieux de vous entendre là-dessus, les gars, c'est que à chaque fois qu'on arrivait à un choix, on pensait vraiment que, tu sais, le meilleur joueur disponible était un tel, que c'était un talent pur, mais peut-être le gabarit ou le patin faisait défaut. Puis que finalement, on voit un joueur, je donne un exemple, mettons, tu sais, Wyatt Johnson qui sort 23e, je pense que moi, c'est un gars que j'ai pas assez scouté. Mais tu sais, c'est le genre de joueur, justement, qui répond à une catégorie de gars que tu vois dans la Ligue nationale presque assuré. Puis on a voulu prendre un gars de même plutôt que de frapper un circuit. Je serais curieux de vous entendre là-dessus pour le repêchage cette année. C'est-tu quelque chose, vous pensez, qui a changé la donne au niveau des équipes dans la Ligue? Écoute, moi, personnellement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de philosophie. Tu sais, chaque équipe a sa philosophie, puis on peut les comparer, les 32, puis ça va être différent, mais
Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui abordent le repêchage en disant on a besoin d'avoir des live bodies. On a besoin d'avoir des gars qui vont jouer dans la Ligue nationale dans 2, 3, 4, 5 ans. Peu importe la façon, peu importe leur rôle. Est-ce qu'en première ronde, OK, on vise les clôtures ou on veut avoir un gars qui va jouer, qui en deuxième ronde, troisième ronde, tu commences à dire est-ce que je veux prendre ces gars-là, est-ce que je veux qu'ils couvrent, mettons, deuxième, troisième trio, deuxième paire défensive dans ce coin-là, puis ensuite de ça, est-ce que tu vises les clôtures 4, 5e, 6e, 7e ronde? Tu veux-tu y aller vraiment avec les high risk, high reward, comme je disais? Je pense à Gallagher, moi, qui se fait repêcher en 5e ronde. C'est un gars qui avait une touche de marqueur dans la Ligue de l'Ouest, mais petit gabarit, même chose. Fait que là, tu te dis, ça vaut la peine de pogner ce gars-là puis de dire, ben, s'il se développe, on a là, c'est peut-être 30 buts, c'était peut-être un peu ambitieux à ce moment-là, mais on a un gars qui va marquer peut-être 15-20 buts puis qui va être utile dans l'équipe. Tu sais, pour un 5e choix, c'est excellent. Fait que je pense qu'il y a des philosophies qui sont un petit peu différentes, puis moi, j'aime pas les philosophies de frapper des simples. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, ben écoute, si tu frappes 4 simples, tu produis un point. Je suis d'accord, mais si, mettons, t'as frappé 1 ou 2 simples, puis t'as frappé 2-3 circuits, ben t'as fait rentrer tout le monde, puis tu viens aider ta banque d'espoir en même temps. Puis l'important aussi, c'est toujours ces gars-là que tu repêches, c'est des assets. Si, mettons, t'as 5 centres dans ta banque, puis que là, t'as pas de place pour ces gars-là, puis à un moment donné, t'as besoin d'avoir un atout, un joueur important à la date limite des échanges ou quelque chose dans ce genre-là, tu peux donner ton choix, tu peux donner un asset de même. Tu sais, faut vraiment que les équipes, puis là, encore une fois, moi, je commencerai pas à chialer après les équipes. Là. Moi, je suis pas recruteur non plus, comme nous autres, on l'est pas là, au complet, mais je pense que les équipes doivent commencer à penser à est-ce qu'on doit y aller pour une coupe de circuit, puis si jamais ça fonctionne pas, si jamais on arrive en fin du développement, échangeons-les, avant de les perdre pour rien ou avant vraiment qu'ils arrivent comme McCarron. Tu prends ce gars-là en première ronde, puis là, tu te dis, est-ce que ce gars-là, il peut nous aider? Puis si tu arrives et tu vois, non, OK, on n'a pas trop de place pour lui, échangeons-le. Attendons pas pendant 2-3 ans qu'il s'essouffle puis qu'il ne devienne plus rien, puis après, c'est les Dauphins qui s'en viennent en retour. T'sais. Je pense qu'il y a certaines philosophies d'équipe qui doivent peut-être arriver en 2021, surtout avec le scouting, avec l'analytics puis des choses comme ça. Là. Je pense qu'il y a une nouvelle ère dans le scouting qui est assez importante en ce moment dans le hockey. Là. Écoute, tu as très bien couvert la question, je crois. Je m'excuse. Ouais, écoute-toi pas, c'est pas grave, pas tout. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Tellement que je me rappelle même plus c'est quoi la question quasiment. Mais, elle était longue, ma question. Elle a été longuement formulée. Là. Mais je pense que le manque de données aussi a fait en sorte que le monde avait plus peur de claquer le coup de circuit puis ont plus visé des coups sûrs. Juste pour l'exemple de Isaac Rosen, moi, ce qui me faisait peur, c'est le manque de données. Le manque de données de ce gars-là était vraiment important. C'est pour ça que j'avais fait descendu dans ma liste. Je n'étais pas capable de défendre que ce gars-là, disons qu'il passait avant Simon Robertson ou bien Oscar Lawson, j'étais pas capable de le défendre ça parce qu'il a joué 2 minutes par game toute la saison. Comment je peux te dire qu'il est bon, à part si je l'interview, je vais voir des games de l'année d'avant. Puis si je mets tout mon effort sur le U18, je trouvais ça un peu boboche. Fait que je pense que les équipes comme Buffalo sont allées à 100% dans ce qu'ils ont vu cette saison pour l'année passée. Bref, il y avait tellement un gros manque de données que je peux comprendre un peu d'avoir visé coup sûr, mais j'espère de plus en plus, comme Simon a dit, que ça va virer vers voir le repêchage comme un market à assets. C'est vraiment un marché à choses que tu peux échanger éventuellement ou mettre dans ton équipe. Faut juste le voir comme ça au lieu de les laisser mourir dans la ligne américaine ou ben de faire bref, on ne reviendra pas sur le Canadien de 2008 à 2016, là, mais de juste faire mourir tous leurs choix un peu partout dans sa planète. Ou de les échanger quand c'est plus le temps. C'est ça, c'est le manque de timing. C'est ça. On a souvent à Montréal échangé des espoirs qu'il n'y avait plus vraiment d'espoir, en fait. Là, on ciblait mal un peu le moment pour les
pour capitaliser sur leur valeur. Je pense que Marc Bergevin, il est un peu meilleur là-dessus. Ben, non, c'est vrai, lui, il est plus meilleur pour échanger des gars comme Marco Scandella puis aller chercher avec ça des choix puis repêcher Farrell, Kapanen. Il manque un peu de timing avec certains, mettons Tatar. Il manquait de timing là-dessus. T'sais, on peut pas parler vraiment de Dano parce qu'il a été un des joueurs les plus importants, sinon le plus important avec Price pour la run dans les séries. Là. Mais il aurait donné... c'est quasiment une run un peu accidentelle, fait que on peut pas vraiment chialer. Ben c'est ça, mais c'est ça, parce que t'enlèves Tatar, peut-être que le Canadien est même pas en série cette année. Non, c'est ça, il atteint même pas les séries, mais ça reste qu'ici. Le nouveau timing, il aurait pu donner de quoi. Ouais, non, je suis d'accord. 2 ans. 1 an ou 2 ans, peu importe. Quand est-ce, mais je me rappelle même plus où je m'en allais avec ça. Timing. Timing. Ben, écoute, je pense que le meilleur timing que Bergevin a eu avec un de ses choix, c'est Galchenyuk. Aller chercher Domi, parce qu'il a envoyé Domi avec Josh Anderson. Je pense que c'est le meilleur timing au niveau de la valeur, puis le genre de il ne cherche plus à grand-chose dans mon équipe, puis que genre il valait encore de quoi. Je pense que c'est le meilleur timing qu'il y a eu, je pense que c'est lui, puis peut-être Subban. Mais bon, bref. Ouais. Non. Non, mais tu sais, regarde, je veux pas m'étendre là-dessus, mais check Sébastien Kohlberg, là, quand ils ont échangé Kohlberg, puis ils sont allés chercher Vanek. Tu sais, Kohlberg, son développement, c'est pas qu'il stagnait, mais il avait quand même prenait du temps un peu à arriver. Ça faisait 2 ans qu'il avait été repêché. Puis là, ils ont dit, ben regarde, nous, on a besoin d'avoir un gars pour nous aider dans notre run de série. Ils sont allés chercher Vanek. Puis au bout du compte, Kohlberg n'a jamais rien fait dans la ligue. Fait que tu sais, c'est ça. C'est des assets. C'est du asset management. Ton gars, tu le repêches. 2e ronde, Kohlberg, moi, je le voyais même en première ronde. Ouais, moi aussi. Puis là, tu te dis, ben c'est ça. Puis là, tu te dis, ce gars-là, en ce moment, il peut nous aider d'une autre façon. Il peut pas jouer dans notre équipe, mais il peut nous aider à amener un gars dans notre équipe. Fait que, tu sais, c'est toujours comme ça. Puis moi, la même chose, c'est que Farrell, on va l'avoir, on l'a vu, puis on le trouve bon. Si à un moment donné, ce gars-là, il commence à arriver dans la NCAA, dans la Ligue américaine, puis il y a des équipes qui disent, hey, on a besoin de ce gars-là. Faut pas que tu hésite pas. Tu peux pas hésiter comme ça, parce que le repêchage, là, ça revient à chaque année. Hein. Fait que des gars, là, tu vas en avoir des nouveaux à chaque année, puis des fois, tu vas en avoir des bons, puis tu vas dire, hey, tabarouette, ce gars-là, il a glissé sur notre terre, ben, faut pas le choix. On n'a pas le choix de le ramasser. Ouais, puis tu sais, Sean Farrell, c'est un espoir qu'on apprécie quand même beaucoup. Là. Je pense, Simon, tu l'avais quand même haut, toi, à son année repêchage. Puis nous autres, on l'a regardé beaucoup avec le Steel, là, fait que c'est un joueur qu'on aime bien. Mais tu sais, il faut quand même rester réaliste. Là. T'es Marc Bergevin, t'as besoin de renforts immédiats. C'est parce que des Sean Farrell, tu vas en avoir en 2022, tu vas en avoir en 2023, 2020. À toutes les années, tu vas avoir des Sean Farrell. Fait que tu sais, faut pas s'attacher à un nom non plus, là, tu sais. Mais je trouve ça drôle. Comment? Jaden Struble, tu sais, on l'aime tout, là. Ouais. Mais il y a des red flags en ce moment à cause de son conditionnement. Il est vraiment physique puis tout, mais des blessures, tu sais. Maintenant, il va falloir que soit peut-être il va falloir qu'on l'échange. En tout cas, bref. Ouais, ou Norlinder aussi, là. Oh, Norlinder, c'est ça. Exact. Les équipes sont pas dupes, tu touches pas à Norlinder, c'est le prochain. C'est la prochaine grande vedette en défense du Canadien. Moi, je donne pas Keke puis Norlinder contre Eichel. Mais non, ils ont Harris qui va gagner le trophée. Ah oui. C'est ça, là. C'est pas Norlinder, là. Le prochain, c'est Harris. Il va gagner le Norris. C'est Harris qui va gagner le Norris. Mais j'ai trouvé ça drôle, Simon, que tu sortes le nom de Sébastien Kohlberg parce que, tu sais, lui, c'était le prochain Daniel Alfredson, hein, quand il avait été repêché par le Canadien. Fait que, comme Harris, tu sais, c'est le prochain Norris, puis Norlinder aussi, puis... ils vont être les deux nominés. Et ça va tout le temps faire, à chaque année, ça va faire des beaux combats pour le Norris, les deux gars dans la même équipe nominés tout le temps. Mais c'est là que DSLH Espoir va être important avec nos rapports de match. Ouais. Pour que le monde sache plus. Un peu plus comment c'est le talent et tout. C'est ça. Ça va être important de nous suivre parce qu'on va offrir des rapports d'observation assez fréquents sur les espoirs du CH puis sur les autres espoirs aussi. Mais tant qu'à être dans le CH, on a ouvert un peu la boîte de Pandore en parlant du Canadien de Montréal. On parlait de Jordan Harris et de Norlinder qui sont des futurs récipiendaires du trophée Norris. Sous l'aspect hockey,
Je sais qu'on en a parlé dans le live au repêchage. Je vous invite d'ailleurs à aller revisionner sur notre chaîne YouTube. Le vidéo intégrale, il est là. Vous pouvez avancer à 4h05. C'est là que le choix du Canadien est fait. Vous allez avoir notre réaction à chaud, dont Pascal qui réaction à chaud. Logan Mailloux, tabarnak. Moi qui tombe quasiment sur le dos. Ah oui, tu tombes sur le dos. Max qui se lève complètement à piste, moi qui ne comprends rien et Simon qui prend le heat et qui commente la sélection. La poussière est retombée ou presque, on s'entend, ou presque. Surtout avec certains commentaires qui sont sortis récemment sur les réseaux sociaux. Parce que, tu sais, quand il y a 8 couches de cramage, il y a tout le temps quelqu'un qui est là pour en rajouter une 9e puis une 10e. Là. Mais on va se concentrer sur l'aspect hockey. Logan Mailloux, les boys, comment vous avez vu cette sélection par le Canadien de Montréal au 31e rang? Côté hockey uniquement, moi, je peux défendre cette sélection-là, même si je suis pas d'accord avec la sélection. Puis là, je parle encore une fois uniquement côté hockey. On en a parlé plus tôt, Pastujov était là, Stankoven était là. Ça, c'était des gars, même Matthew Knight, c'est des gars que j'aurais moi-même sélectionnés avant Mailloux. Mais je peux comprendre d'un point de vue, mettons, du Canadien, point de vue business, point de vue de hockey, que Bergevin puis sa gang, Timmins, puis tout ça, ils ont regardé puis ils ont dit, ce gars-là, c'est un peu un unicorn, c'est un gros gars, droitier, qui patine bien, qui a un bon tir, qui est physique. Si tout se développe correctement pour ce gars-là, ça peut être un numéro 2 dans la ligue, ça peut être un gars qui va peut-être, je veux pas dire l'émule de Seth Jones, là, mais un gars qui peut avoir ce genre d'aura-là pour le Canadien. Fait que je comprends la sélection, mais c'est ça. Il va y avoir tellement de chemin à faire pour le voir avec le Canadien et peut-être même le voir juste dans la Ligue nationale tout court, là, qu'on ne sait même pas ce qui va arriver. Donc, est-ce que Timmins parlait d'un coup de circuit. Ça en est un. Le problème, c'est que là, c'est ça. Ça va rester à savoir si c'est un coup de circuit en solo ou un grand chelem. Là, parce que, Mailloux, c'est un gars, je pense, qui peut aider cette équipe-là dans 3, 4, 5 ans. Mais est-ce qu'il va se rendre là? C'est ça. Ça, c'est la question qui brûle les lèvres de tout le monde. Ils sont compliqués à vivre. Toi qui es un fan de baseball, Simon, tu vas comprendre l'analogie, mais c'est un coup de circuit côté baseball, mais c'est un coup de circuit à 15-0 que tu flippes le bat puis la marde pogne. Exactement. Sur un compte de 3-0, là. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, moi, pour vrai, côté hockey, Logan Mailloux, je l'ai pas assez scouté, donc je l'ai pas classé parce que je l'ai pas assez scouté. C'est important à dire, là. Moi, je voyais, tu sais, on devinait un peu que les besoins du Canadien, c'était peut-être au niveau d'un défenseur droitier. Puis, tu sais, c'est difficile à dire le contraire, là. Le Canadien, il en a repêché, là, des défenseurs droitiers. Là, j'ai pas la liste au complet, mais il y a lui, puis il me semble qu'il y en avait un autre, Kostenko, qui est droitier aussi. Attends un petit peu, là. Là, je connais pas par cœur, là. Pascal pourrait me le dire s'il fait tous les profils des joueurs. C'est-tu Sobolev? Ouais, c'est Kostenko. C'est Kostenko. Ouais. Kostenko, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, il ciblait des défenseurs droitiers. Moi, de mon côté, j'aurais préféré peut-être la sélection de Scott Morrow parce que, offensivement, je trouve qu'il y a un très beau potentiel. Puis, en discussion privée, ce que je disais à certaines personnes, c'est que, oui, Scott Morrow, il a des lacunes au niveau défensif. C'est un gars qui a un peu beaucoup de misère à fermer le centre, je dirais, là, sur les relances. Fait que il y a du polissage à faire sur son jeu défensif, mais j'aime mieux travailler sur un jeu défensif que de travailler sur tout ce qu'on connaît de Logan Mailloux. Là. Fait que c'est un peu ça ma vision des choses. Pour le reste, honnêtement, je pense ça sert à rien de s'éterniser sur ça. Là. Le Canadien avait une situation qui était évitable. Puis, je veux dire,
la mort à problème est en avant, puis ils ont sauté les 2 pieds dedans. Là, fait que c'était une situation qui était évitable. Ils ont décidé de rentrer dedans. Maintenant, ça va être à eux à gérer la situation comme il se doit. Si la situation devient gérable, parce qu'en ce moment, ça ne doit pas être facilement gérable. J'ai hâte de voir les actions qu'ils vont poser, mais bon, comme j'ai dit, ils sont compliqués à vie. T'sais, ils ne me feront jamais avaler le fait qu'ils sont allés avec le goût de circuit, le meilleur choix disponible. Ils sont vraiment allés selon leurs besoins encore une fois. Et on a identifié, tout le monde sait, le côté droit en défensive est un problème en ce moment et aussi dans 3 ans, 4 ans, 5 ans. Fait que c'est normal qu'ils visent plus ça, mais ils ne me feront jamais à croire qu'on est allé avec le meilleur choix disponible. C'est pas ça. Ils sont allés avec leurs besoins, puis selon leur liste, le meilleur défenseur droitier était Logan Mailloux, puis ils l'ont pris. Moi, j'aurais peut-être plus pris Scott Morrow, mais il est plus unidimensionnel, donc peut-être qu'il s'y est moins avec le rôle de première paire. Là. Peut-être plus de chances que Mailloux en devienne un. T'sais, avec Goulet, il va être si les deux arrivent à échéance comme ils peuvent, là, ça va être intéressant, mais tu sais, est-ce qu'il va y arriver avec tout ce qui arrive en ce moment, puis tous les commentaires qui se passent, là, on verra, là, mais maudit qu'ils sont compliqués à vie. Tu sais, même Morrow, si tu dis qu'il y a des points d'interrogation, au pire, il y avait Emo Salmi qui était Emo Salmi, ouais. Mais Emo Salmi qui est meilleur défensivement que Morrow, qui est aussi créatif offensivement, sinon plus, avec un bon hockey sense que Morrow. C'est juste qu'il mesure 5 et 11 puis il pèse 165 livres. Là. Fait qu'encore une fois, ça revient au gabarit. C'est que tu dis, si ce gars-là, c'est ton coup de circuit, si Mailloux, c'est ton coup de circuit, OK, mais Emo Salmi, dans ce cas-là, c'est peut-être ton double. Là. Peut-être qu'il rentre pas, il ne faut pas rentrer tout le monde, mais le gars, il est capable de faire le travail, puis tu sais pas dans 3-4 ans s'il va pas devenir un des meilleurs défenseurs droitiers avec peut-être Ceulemans puis Clark, on le sait pas. Fait que c'est pour ça que moi, je trouve j'ai pas aimé la sélection de Mailloux parce que je pense qu'il y avait d'autres, puis Morrow, c'en est un aussi, mais je pense qu'il y avait d'autres gars qui étaient non seulement du côté droit de la défensive, mais en attaque aussi. Je pense qu'il y avait des gars meilleurs que lui. Mais tu sais, si on regarde la run du Canadien en série, eux autres, ce qu'ils veulent, c'est pas nécessairement une petite défensive qui bouge à rondelle. Ils veulent des gars mean qui frappent et qui fait mal. Puis dans ce que tu as nommé, je pense que Mailloux répond plus à ça. Puis c'est vraiment, selon leurs besoins, c'est ça. Ils ont identifié, pour avoir une Coupe Stanley, il faut avoir du monde qui frappe et qui fait mal, que ce soit maintenant ou dans 5 ans. Fait qu'ils ont pris Mailloux pour ça. Puis tu sais, je trouve tellement que c'est du manque de vision. Mais bon, tu sais, ils sont allés en finale de la Coupe, mais la finale de la Coupe, c'est pas à cause de défensive, c'est à cause de Price. Mais bon, ça. C'est ça, c'est parce que tes besoins en ce moment, c'est comme ça à cause de Price. C'est ça. Dans 5 ans, quand Price ne sera plus là, ça va être Caden Primo ou peu importe qui. Tes besoins vont peut-être être différents. Puis c'est pour ça que moi, je dis toujours, tu repêches le meilleur joueur disponible. Exact, je suis d'accord avec toi. Mais tu le sais pas. On a tellement eu un bon exemple avec la sélection de Kotkaniemi. C'est le meilleur exemple. C'est le meilleur, en fait. Non, mais je dis même pas ça pour bâcher. Non, c'est vrai, mais c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. C'est juste, c'est le meilleur contre-exemple de ton problème était au centre. Tu prends Kotkaniemi parce que tu as besoin de centre. Puis là, tu te ramasses que finalement, Kotkaniemi, il t'est pas utile. Là, puis tu pourrais avoir des gars comme Quinn Hughes, comme Brady Tkachuk, comme nommez-les. Tu pourrais avoir ça. Ben non, tu as un centre parce qu'à ce moment-là, tu voulais ramasser un centre. C'est le seul qui n'a pas été repêché en ce moment qui a de mémoire en première ronde, selon les besoins, c'est Caulfield. Petit gabarit, mais marqueur de but incroyable là, au junior. Là, mais c'est le seul qui vraiment qui répondait pas à un besoin criant de gabarit et tout. Puis ben, Christy, il est bon. Là. Parce qu'il a tombé sur la table du Canadien. Ouais. C'est ça qui est arrivé. Exactement. Parce que sinon, ça aurait peut-être été un Cam York ou un gars de même. T'sais. Thomas Harley ou un gars de même. C'est ça le gros problème. Puis, tu sais, de plus en plus, tu sais, je me concentre plus sur les drafts, plus que ce que je faisais avant, là, surtout cette année. Puis, on dirait que de moins en moins, je vais apprécier les équipes qui repêchent en fonction des besoins parce que, tu sais, c'est vrai ce que vous dites, là. Le besoin d'aujourd'hui ne sera pas nécessairement le besoin dans 3 ans, tu sais. Puis, tu le dis, Max, là. À l'époque, Montréal avait besoin de centre. Il repêche Kotkaniemi. Quand Kotkaniemi est prêt à avoir un rôle fixe dans la Ligue nationale, ben là, le Canadien avait trop de centre. Fait que là, t'es pogné pour le laisser sur le 3e trio. Fait que là, tu stagnes sa progression. Là, il l'a stagné tout seul, sa progression. Non. Ouais. Puis là, cette année, c'est l'année déterminante pour lui parce que là, il n'y a plus personne pour le backer. Là.
n'y a pas de Dano qui est là. Fait que c'est ça. Moi, je ne veux pas m'éterniser sur Kotkaniemi parce que tout le monde le sait que j'aurais pas choisi Kotkaniemi là, mais c'est ça. C'est que là, en ce moment, c'est son année. Là. Ouais. Fait que c'est la même chose. Tu dis, est-ce que tu... Puis là, ça revient un peu à Wallstead tantôt avec les Oilers. Est-ce que c'est un besoin en ce moment? Est-ce que peut-être que eux, ça sera pas un besoin pour eux dans 3, 4 ans, 5 ans? On le sait pas, mais c'est juste que en ce moment, Bourgault, c'est-tu un besoin? Tu penses-tu que dans 3-4 ans, quand tu vas avoir peut-être trouvé des alliés pour McDavid puis Draisaitl, que là, tu vas avoir 2 centres, Bourgault, il s'insère où là-dedans? Ben, c'est ça. Fait que, je pense qu'à un moment donné, il faut que tu sois un peu hybride par rapport à ça. Il faut que tu sois capable de dire, OK, on a un besoin en ce moment, mais est-ce qu'on a un gars ou des gars qui sont peut-être plus ciblés, qui peuvent nous amener plus dans 3, 4, 5 ans? Exact. Puis tu sais, des gardiens de but sur le marché, ça se trouve assez facilement. Là, on l'a vu pendant la période des joueurs autonomes. Fait que tu sais, oui, les Oilers ont un besoin immédiat de gardien, mais tu sais, repêcher Wallstead pour qu'il soit là dans 5 ans, tu sais, d'ici 5 ans, il peut se passer bien des affaires, puis ils peuvent s'en trouver un gardien numéro 1 aussi, là, tu sais, d'ici là. Fait que, tu sais, eux, ils se sont probablement dit, ben, Bourgault, c'est le meilleur joueur disponible sur leur liste. Moi, ça me surprendrait, honnêtement, ça me surprendrait énormément, là. Fait que le scénario le plus probable, je pense, puis on ne le saura jamais, en fait, mais tu sais, c'est que les Oilers étaient persuadés que le Wild allait pas prendre Wallstead, puis ils ont décidé de reculer pour aller chercher un choix de plus, tu sais. Puis finalement, à Minnesota, ben, eux sont allés avec le choix, le meilleur joueur disponible. Et à un moment donné, ils vont se retrouver dans X nombre d'années avec Kakkonen puis Wallstead. Ben, si les deux, c'est des gardiens potentiels numéro 1, à la limite, tu en échanges un puis tu vas te chercher un excellent joueur d'allié. On en parlait tantôt, c'est un peu autour de ça que ça tourne le asset management, puis ça commence au draft. Fait que, on a eu un bon exemple là-dessus. Là. Max, tantôt, je m'étais noté un point que je voulais aborder avec toi, puis parce qu'on parlait de Justin Robida, puis en regardant les résultats du repêchage, j'ai remarqué que, tu sais, on était surpris, Justin Robida a glissé puis tout, mais il a quand même sorti avant Joshua Roy, qui est un gars qui était quand même bien classé auprès de certains observateurs. Heureusement, il a tombé sous la gouverne du Canadien de Montréal, fait qu'on est bien content là, qu'il l'ait repêché. Mais si j'y vais plus globalement, Max, avec ton expérience de la LHJMQ, comment tu trouves la QV 2021? Puis Simon, Pascal aussi, on peut tous y répondre, là, mais je commence avec toi, Max. La QV LHJMQ 2021, qu'est-ce que ça te parle-tu un peu? C'est-tu une belle QV? Ben, je pense qu'on peut pas dire que c'est pas une belle cuvée. Là. Il y a eu plusieurs choix. Il y a eu il y a certains choix qu'on peut appeler des déceptions étant donné qu'ils sont arrivés plus tard qu'on pensait. Mais le contraire vient compenser un peu. Tu sais, Bolduc qui sort 17. Après ça, t'as Bourgault qui sort 22. T'as Dean qui est sorti 30. Là. T'as Leroy qui est sorti 27 aussi. Donc, plusieurs gars en première ronde. Ça, à la base, c'est excellent pour la LHJMQ. Là. C'est quelque chose qui arrive pas à toutes les années, que 4-5 gars sortent en première ronde, donc ça, numéro 1. Après ça, plus tard dans le draft, ben, t'en as eu une coupe, on parle de Robida, on parle de Roy. Je pense que même si les gars sont sortis plus tard que prévu, ce qui va compter, au bout du compte, c'est s'ils sont capables de prouver à tout le monde qu'ils devaient sortir avant ça. Si on regarde le nombre de gars qui sont sortis, si on regarde le nombre de gars qui sont sortis en première ronde, je pense que la LHJMQ peut être vraiment, vraiment très satisfaite de la QV de cette année. Mais c'est sûr, tu l'as dit, il y a des déceptions. Tu sais, les déceptions, c'est surtout au niveau des joueurs, ça doit être personnellement. Tu sais, je pense à Roy. Roy devait penser sortir avant ça. Robida devait penser sortir avant ça aussi. Reynolds, il est même pas sorti, je pense. Il a été sorti. Est-ce que je me trompe de gars? Il a été invité au camp par la suite, hein? C'est ça, il a été invité au camp des Jackets après le draft. Fait que, tu sais, un gars comme Reynolds aurait dû sortir et pas sorti. Il a quand même été invité au camp. Il y a plusieurs gars de la LHJMQ qui ont été invités à des camps aussi. Fait que, tu sais, on regarde vue globale, vue d'ensemble, là, je pense qu'on parle d'une très belle année pour la LHJMQ. Puis on parle surtout d'un pari réussi, d'un pari payant qui a été de faire une saison. Ça a coûté terriblement cher
aux équipes de la LHJMQ, là. Mais je pense que quand tu regardes ça, ce qu'ils ont fait pour les jeunes, je pense que tu vois que la LHJMQ a les intérêts des jeunes bien avant les intérêts monétaires. Il y en a qui essayent de faire croire le contraire à la population par toutes sortes de façons. Je ne m'embarquerai pas là-dedans. Mais je pense qu'on voit bien que la LHJMQ, oui, c'est une business pour certaines équipes. Il y en a qui font de l'argent. Mais je pense que majoritairement, les gens qui sont dans la LHJMQ, les hauts placés de la LHJMQ, les actionnaires des équipes sont là pour les bonnes raisons, puis sont là par fierté, puis sont là par fierté de faire progresser des jeunes vers la LNH, puis on l'a vu avec la LHJMQ qui a tout fait pour faire une saison cette année. Puis je pense que ça explique en partie les bons résultats au repêchage. Oui, d'accord avec ça. Moi, Max, je trouve que ça a été une belle... ça a été le fun pour nous, en tout cas, de scouter cette année dans la LHJMQ. D'habitude, il y a des années qui sont un petit peu plus maigres que ça. Il y a une douzaine de gars qui sortent, une quinzaine de gars. Cette année, il y avait quand même des Québécois aussi, fait que ça devenait un peu plus intéressant à suivre. Puis j'ai trouvé que moi que les gars ils avaient bien été éparpillés. En première, en deuxième, en troisième, ainsi de suite. Je pense que c'est la 5e ronde qui a été la plus spectaculaire pour la LHJMQ. Je pense qu'il y a 10 gars qui sont sortis en 5e ronde. Enfin, moi, j'ai bien aimé cette année la LHJMQ. Chapeau à la Ligue, puis aux dirigeants, puis à Gilles Courteau d'avoir mené ça à bien, d'avoir pu donner la Coupe du Président cette année, la seule Ligue junior qui a réussi à faire ça. Puis j'ai aimé le Canadien aussi. Il y a beaucoup de gars de la LHJMQ qui sont sortis. 4 gars, 3 Québécois. Je pense qu'il y avait un effort à faire de leur côté. Ils ont peut-être pris ça au sérieux. Puis ils ont décidé de regarnir aussi le nombre de Québécois dans leur banque. Déjà qu'il y a énormément de Québécois dans la Ligue américaine puis dans la Ligue, l'ECHL avec les Lions. Fait que je pense que il y avait un désir du Canadien puis de la direction d'aller chercher des Québécois. Puis tant mieux. La LHJMQ a fait son travail cette année. Puis je pense que c'était mérité qu'il y ait une belle récolte. 23 gars, je pense que c'est une belle année pour la LHJMQ sur ce plan-là, ce repêchage. J'avais pas beaucoup de préférés dans la HJMQ cette année, fait que j'ai pas donné beaucoup d'efforts, puis c'est vraiment... c'est pas contre la Ligue, là, c'est vraiment moi qui a eu ce problème-là cette année. Ça va être changé l'année prochaine, là, je vais y mettre plus d'efforts, puis en plus, c'est ça, que le Canadien ait pris beaucoup de joueurs dans cette Ligue-là, ça va aider pas mon appréciation de la Ligue, mais le fait que je vais le regarder plus, vu que je vais faire des rapports de match pour ces espoirs-là, mais je vais essayer de coupler ça avec des espoirs qui sont dus pour le repêchage 2022. Fait que, moi, je suis vraiment content de la QV avec les 23 joueurs, sérieusement. Là, c'est une ligue qui le mérite puis qui a travaillé fort cette année pour arriver à ce résultat-là. Là, chapeau à tout le monde. Puis 4 espoirs dans la première ronde, j'étais vraiment content de ça aussi. Dean, je l'aimais beaucoup au début de la saison, mais son manque de production m'a fait baisser. Mais je suis vraiment content. C'est Vegas, je pense qu'il l'a pris en fin de première. Très, très, très content qu'il l'ait pris aussitôt, parce que ça démontre qu'il voit plus loin que la production. Puis vraiment content de ça. C'est un gars qui n'est pas un sure shot là, pour la nationale de hockey, mais il a de très bonnes chances qu'il se rende. Donc je comprends 100% la sélection. Mais bref, c'est comme ça que je vois un peu la cohorte. Là. Très content. Puis mon petit pick sneaky de la GMQ, c'est Plandowski, là, qui a été repêché. Moi, Plandowski, c'est un gars qui est pas spectaculaire, mais moi, je l'adore. Il va faire la Ligue. Ouais, il a une bonne mobilité, et puis il est bon dans les 3 zones. Puis je pense que son offensive est vraiment sous-estimée. J'aime vraiment quand il va sur ce côté gauche en offensive, puis qu'il contrôle l'offensive de ce côté-là. Moi, c'est Cole Hawkins que j'ai vraiment aimé cette année. Là. Ouais, moi aussi. Titan, c'est ce qui est bon. Ouais, je l'aimais moi aussi. Je l'aimais au début de l'année, mais il a droppé un petit peu. Mais très content de le voir sortir aussi. Fait que, ces deux-là, c'est des gars que j'ai bien aimé leur rang de sélection. Moi, de mon côté, la GMQ, c'était un peu comme Pascal. Là. J'ai été pas lâche, là, mais on dirait que j'accrochais pas nécessairement beaucoup sur la Ligue cette année. Puis, tu sais, c'est ma première saison que je scoute là, vraiment intensivement. Fait que, tu sais, j'ai découvert la USHL. Fait que
moi, cette ligue-là m'a vraiment beaucoup plu, là. J'ai regardé plus la WHL quand ça a commencé aussi. Fait on dirait que la LSJMQ, je connais la ligue, puis on dirait que j'étais moins attiré à aller la regarder. Mais là, vu que le Canadien a choisi plusieurs joueurs l'année prochaine, ça va être plaisant. Surtout que là, avec les remparts, il va avoir, je pense, son prénom m'échappe, là, Gaucher, ouais, c'est ça. Ouais, Gaucher. C'est ça, fait que on va la regarder de plus près. Puis je pense que c'est ça, avec les joueurs que le Canadien a repêchés, ben, quand ils vont venir jouer à Québec, je risque d'être au rendez-vous. Mais tu parlais de petites cartes cachées avec Plandowski et tout. Moi, honnêtement, c'est quand Sean Behrens est sorti à Colorado. Ouais. Et là, j'étais content. J'étais content. Il est sorti en deuxième ronde finalement. Là, puis réalistiquement parlant, je me disais il va sortir fin de deuxième, troisième. Puis il s'est presque rendu à Montréal. J'aurais aimé ça voir s'il l'avait pris là, rendu au 63-64. Mais bien content de cette sélection-là avec Colorado. Pour vrai, je pense que c'est une belle organisation pour qu'il grandisse, mon petit Behrens. Puis je regarde juste au-dessus aussi, mes Pingouins ont pas beaucoup de choix au repêchage, disons, dans les dernières années. Ils n'ont pas le loisir de choisir beaucoup. Mais bien satisfait de la sélection de Tristan Broz. Oui. C'est comme leur premier choix au Pens, mais c'est un choix de deuxième tour, là. J'étais bien content, là, joueur de centre de Fargo. Là. C'est une belle sélection, honnêtement. Tu sais, si, mettons, là, tu viens de parler de Behrens, j'avais une question aussi à vous poser. Vous autres, si, mettons, vous avez un espoir à choisir, que vous êtes vraiment content de où qui est tombé, tu sais, un espoir que vous aimiez, puis vous êtes, tu sais, moi, j'aimais Matthew Knies, mais je suis pas content qu'il était à Toronto, fait que je choisirai pas ce gars-là. Tu sais, moi, chez Boyum, à Détroit, je suis excessivement content. C'est une équipe qui avait besoin de défenseurs. J'adore ce défenseur-là. C'est une de mes équipes préférées. De voir ce gars-là aller là, j'étais vraiment content. Surtout qu'ils ont Cossa, Edvinson. Sérieux, le repêchage, je suis vraiment content du résultat. Major aussi, Carter Major. Je suis très, très content aussi qu'il y ait là. Est-ce qu'il y a un choix spécifique que vous êtes vraiment content ou qui est tombé, vous autres? Passe job avec Anaheim. Ouais, je pense que ça va être beau là-bas. Puis je pense que dans le live, vous avez vu un peu mes réactions avec les choix de Columbus. Là, Ken Johnson, Cole Sillinger, Corson Coleman qui sort à Columbus. Wow. Moi, j'ai mon chandail de Columbus chez nous déjà. Quand j'étais jeune, j'en avais un. Fait que je pense qu'il va reprendre de la valeur parce que c'est vraiment une équipe, selon moi, qui a fait un repêchage, un très bon repêchage, même Zvozil aussi en troisième ronde. Bref, moi, Columbus, ça a été les grands gagnants, selon moi. La fin de semaine du repêchage, ils ont fait des belles échanges aussi. Hein. Ouais, exact. Moi, j'irais aussi à Anaheim avec Pastujov, c'est sûr, c'est intéressant avec potentiellement Zegras, le power play avec Drysdale, mais moi, j'irais avec un autre défenseur qui était comme pas mal un de mes 2-3 chouchous du repêchage, Zellweger. C'est Zellweger ou Zellweger? Zellweger. Zellweger, ça se dit mieux de même, ouais. Mais Zellweger, je trouve que, tu sais, c'est pas nécessairement le gars, tu sais, je le vois mal jouer éventuellement sur un duo avec Drysdale, mais je trouve que ça va être, mettons que tu dis que Drysdale va être un first pairing, je trouve que Zellweger va être tellement parfait sur un deuxième pairing pour être un gars mobile, peut-être excellent sur une deuxième vague de powerplay aussi. Il me fait beaucoup penser à un petit Erik Brannstrom, fait que c'est sûr que ça aide l'attachement que j'ai envers lui, puis un peu dans le même genre qu'un Erik Brannstrom, ben il va être autant Brannstrom est derrière à Ottawa un Thomas Chabot, ben Zellweger va comme être en arrière de Drysdale à Anaheim, pas du même côté, mais quand on regarde le type de défenseur puis l'avantage numérique, tout ça. Non, j'aime vraiment la direction que prend Anaheim, puis c'est sûr que c'est une équipe que j'ai pas tant regardé dans les dernières années parce que c'est pas une équipe qui était nécessairement très excitante, mais là, de plus en plus avec Zegras, avec des gars comme Zellweger, justement, avec Pastujov, qui était un de mes chouchous du draft aussi. Ça va être une équipe qui va être bien le fun à regarder aller bien vite, je pense. Zellweger,
Ouais, McTavish. Ouais, aussi, c'est vrai, ben oui. C'était parfait. Zellweger, je le comparais plus à Samuel Girard, mettons, que Cranston, mais c'est dans le même moule, mettons. Ben, tu sais, moi, je le disais tantôt, c'est pas mal Sean Barron, que je suis content qu'il ait tombé à Colorado, mais il y en a un aussi qu'on a mentionné tantôt. Moi, Dylan Duke à Tampa Bay, Ouais, ça fonctionne. C'est sûr que ce gars-là joue dans la Ligue nationale. Il y avait déjà un potentiel, je pense qu'on était d'accord là-dessus, qu'il y avait déjà un potentiel, une type de game qui s'associe beaucoup à la Ligue nationale. Mais là, il est avec Tampa Bay, là, c'est sûr qu'il va progresser en ce sens. Ça va devenir, à mon avis, un bon troisième centre avec Tampa Bay, là, quatrième centre à la limite, mais j'ai l'intime conviction qu'il va être en mesure de se développer dans cette organisation-là. Puis, je pense un peu qu'ils ont, en échangeant avec Montréal, c'est clair qu'ils le voulaient. Là, on en parlait souvent dans le draft. Quand tu es rendu à échanger à ces positions-là, c'est que tu sais vraiment un joueur, puis tu sais que tu peux pas passer à côté. Mais Dylan Duke à Tampa Bay, sincèrement, je suis vraiment satisfait de ça. On parlait de Détroit tantôt. Honnêtement, là, je regarde le repêchage de Détroit cette année, puis je ne peux qu'être satisfait parce que, Edvinson, même si j'ai peut-être un petit peu plus de réserve sur cet espoir-là, je pense que c'est quand même une excellente sélection. Là. Le gars, il a vraiment beaucoup de potentiel. C'est juste que son manque de progression cette année me l'a fait baisser dans mon ranking. Mais après ça, tu regardes, ils ont pogné Kossa, ils ont pogné Boya, Major, Red Savage, ils ont pogné Plandowski aussi. C'est des gars que j'ai regardé cette année, puis on dirait qu'ils ont repêché que du monde que j'avais apprécié à regarder. T'sais. Puis je suis vraiment content de leur repêchage aussi, là, honnêtement. Détroit, Columbus, pas mal dans les gagnants là, pour ce repêchage-là. Puis, ben, les Sharks avec William Eklund, c'est sûr qu'ils sont gagnants. Là, Au septième rang, à mes yeux, il a droppé. Même si c'est septième rang, à mes yeux, il aurait dû sortir plus tôt que ça. C'est Mason McTavish qui est venu un peu fausser la donne là, à mes yeux là-dedans. Là. Puis, Edvinson, j'avais mis plus bas dans mon ranking, mais il est pas, c'est pas un reach au sixième rang, mais c'est vraiment McTavish qui est venu jouer un peu les troubles fight pour Eklund à mes yeux. Mais septième, c'est quand même très bon. Puis à San Jose, ça va fonctionner. Puis Dallas, c'est quand même... on parlait tantôt de Wyatt Johnston, puis comme quoi c'est un gars qui a un style très approprié pour la Ligue nationale. Puis je trouve que c'est un bel exemple, Dallas, de ce qu'on parlait tantôt, de viser des joueurs que tu sais qui ont un potentiel haut à jouer dans la Ligue nationale, puis après ça, ben, tu peux te permettre des coups de circuit. Ils ont repêché Wyatt Johnston, puis après ça, en deuxième round, ils s'en vont chercher Stan Coven. Fait que si Stan Coven devient un esprit de bon joueur, puis que Johnson devient un excellent troisième trio de quoi de même, ben là, on peut parler d'un repêchage quand même assez réussi là, pour Dallas dans ce temps-là. Là. Ah, ils sont allés chercher Artem Grushnikov, qui n'a pas joué cette année, mais l'année passée. Puis moi, j'avais vraiment aimé quand j'ai écouté les matchs l'année passée. Ayrton Martino, qui est la définition d'un coup de circuit potentiel. Puis après ça, Connor Roulette. Je pense vraiment qu'ils ont... qu'en prenant Johnston, ils se sont dit, bon, au moins, on va avoir un asset qui est sur NHL. On va viser la clôture, puis c'est tout. Là. Mais bon, on des couilles. Seattle, repêchage décevant, par exemple. Une chance qu'ils ont pris Beniers parce que, oulala. Jusqu'à maintenant, Seattle, le mot décevant colle là. C'est du début à la fin des deux repêchages, mettons. Là. Et puis là, après ça, t'as la signature de Grubauer qu'on comprend pas tant non plus. Qui a été invalidé en plus. En plus. Non, c'est vrai. C'est vraiment... je comprends vraiment pas ce qui se passe à Seattle pour eux. Moi non plus. Puis, en fait, ils ont vu le 2022-2023, les repêchages. On dit, on va le construire avec ces deux-là. Hein. Fait qu'on va finir dans la cave. Ça ressemble à ça. Sérieusement, là, mais on verra ça à la glace.
Avez-vous commencé à écouter un peu on peut finir là-dessus avec un petit bloc là, pour les prochains repêchages. Avez-vous commencé à écouter la Linka puis le Summer Showcase? Moi, j'ai fini le Summer Showcase aujourd'hui. Ben aimé le petit tournoi, sérieusement. J'ai regardé 4 joueurs principalement. Logan Cooley, Luke Tuck, Brad Lambert, puis Oliver Kapanen. Mais sérieux, pour les amateurs du repêchage 2021 puis du 2020 aussi, c'était rempli de joueurs intéressants. Il y a plein de joueurs qui ont vraiment ressorti, puis j'ai vraiment aimé ça. Un peu moins la Suède, mais la Finlande a gagné tous ses matchs, si je me souviens bien. C'était vraiment intéressant comme petit tournoi. Le Linka, je vais commencer ça dans les prochains jours. J'ai pas regardé encore le Linka. C'est un tournoi, moi, qui m'intéresse à toutes les années. J'aime commencer ma saison de scouting avec le Linka. J'ai hâte de voir ça. C'est plate qu'il n'y ait pas le Canada cette année, mais puis c'est l'équipe K des États-Unis. Il n'y a pas des gros joueurs non plus avec les États-Unis pour ce tournoi-là, mais il y a quelques joueurs qui m'intéressent. Je vous en ai parlé un petit peu dans notre discussion. J'ai bien hâte de voir ça, surtout du côté de la Suède et de la Russie. Donc, moi, je vais commencer à regarder ça sous peu, puis essayer de suivre, lancer ma saison de scouting avec le Linka. Il y a tellement des noms à regarder, hein, c'est fou. Ouais, ben c'est ça. Mais tu sais, on parlait de la GMQ aussi tantôt, mais la GMQ l'année prochaine, il y en a quelques bons aussi. Fait que oui. Je pense que là, c'est ça, on va revenir à la normale côté scouting. Fait que j'ai l'impression que on va revoir là, des joueurs où est-ce qu'on va peut-être avoir un petit peu plus de conviction sur certains noms, certains gars qu'on va se dire là, ouais, lui, là, on l'a vu une douzaine, une quinzaine, une vingtaine de fois, puis on est prêt à aller au bat pour ces gars-là. Fait que ouais, ça va faire différent de l'année passée. Tu sais, on a beau dire qu'on a vu bien des joueurs puis tout ça, mais ça reste que c'est ça. C'est un scouting différent quand tu regardes ça en vidéo que quand tu es sur place. C'est sûr que, mettons, tu vas, vous autres êtes dans la région de Québec ou au Saguenay. Moi, je suis à côté de l'Armada, fait que j'ai l'occasion des fois d'y aller, puis c'est une différente vision du scouting quand tu peux voir les gars live, puis quand tu peux vraiment voir toute la glace, puis qu'est-ce qui se passe un peu en arrière-plan de qu'est-ce que tu vois pas sur les caméras. Je vais essayer, moi. Ben hâte de voir. Le petit Luno, là. Ouais, ça, moi. Ouais, Luno. Il est tellement bon, là. Ouais, Luno, moi, j'ai déjà envoyé une liste, moi, pour le top 32 de 2022, puis moi, je pense qu'en ce moment, c'est le meilleur défenseur de 2022 pour l'instant. Plus que Nemec. Ça sera à voir. Ah ouais, moi, j'aime mieux Luno dans le jeu d'ensemble. Il fait beaucoup penser à Drysdale, Luno. À première vue, là. Ouais, ben, c'est pas faux. Je trouve que défensivement, Luno, je le trouve déjà très stable défensivement aussi pour son âge. Ça m'impressionnait beaucoup. Ah, il est solide. Ah ouais, vraiment. Puis, tu sais, Drysdale, comme tu dis, c'est ça. Drysdale, je pense que les gens, ils le voyaient beaucoup comme un gars offensif, puis qui était capable de créer des choses par sa vitesse puis sa mobilité. Mais je pense que défensivement, il était hyper sous-estimé. Ouais, aussi, puis on l'a vu au championnat du monde junior, à quel point il était efficace. Fait que je pense qu'il y a ce côté-là vraiment que Luno a qui va être très intéressant à regarder dans son développement l'année prochaine, parce que je pense qu'il y a aussi le flair offensif. Fait que, puis les Olympiques ils ont une super belle équipe l'année prochaine. Fait ça peut jamais nuire d'avoir une belle équipe quand tu as beaucoup de jeunes aussi. Il y a Véro qui est là, Savoie qui est là aussi. Fait que je pense qu'il y a quelque chose, même Noah Warren, là, qui n'est pas nécessairement le plus spectaculaire, mais je pense que lui aussi, dans son style, il peut être efficace à Gatineau. Fait que vraiment, ça va être très intéressant à surveiller puis aussi pour le. Tu sais, il va y avoir le U17, il va y avoir le Junior A, là, le défi Junior A, là, les moins de 19 ans. Fait que c'est ça, on va revenir un peu à la normale, puis toujours le U18 en fin de saison. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Je pense qu'il y a une couple de gars du Québec qui vont être intéressants à suivre, puis at large aussi. J'ai déjà regardé sur
sur Twitter, il y avait Slavkovski de la Slovaquie. Apparemment, la Slovaquie a été spectaculaire dans son match aujourd'hui. Il y a des gros noms. Fait que c'est ça. Ça va être intéressant de voir ça pour cette année. C'en est un que j'ai vraiment hâte de voir de scouter plus, Slavkovski. Faut se pratiquer. Mais, ouais, c'est ça. Merzlikins, je suis rendu capable de le dire, mais je me suis pratiqué 100 fois devant le miroir. Fait que mais Kamalawi, t'es pas capable. Ok, arrête. Ouais, c'est ça, exact. Non, c'est vraiment un joueur que j'ai hâte. Puis c'est vrai, la Slovaquie, ils ont une belle équipe aussi. Je pense que c'est-tu Dvorak ou Dvorsak ou quand même qu'il y a un hat-trick au match aujourd'hui, je pense, en tout cas, peu importe. Je pense que lui, c'est un 2023, par exemple. Oui, 2023. Ouais, Dorovny, quelque chose dans ce genre-là. Dorovny, ouais. Dorovny. Quelque chose dans ce genre-là, là. De bonnes années. 2023, j'en ai regardé des joueurs, mais là, ils ne faisaient pas partie de ceux que j'avais scoutés. Là, malheureusement, j'étais rendu déjà en 2023, mais là, pas aussi étoffé. Là. Chaque chose en son temps. Exact. Good. Les boys, bien plaisant comme épisode. On va closer ça là-dessus. Avant qu'on se quitte, dans le fond, j'aimerais ça remercier les auditeurs parce que la saison est terminée, le draft est passé. Ça se peut qu'on fasse un épisode sur le marché des joueurs autonomes, là, dépendamment des disponibilités de tous et chacun. Mais on est l'été, fait que ça se peut qu'on soit plus large entre les épisodes. Là. Ça sera peut-être pas aux 2 semaines, mais bref. Merci aux auditeurs parce que le TSLH podcast, depuis en fait la course à la Coupe Stanley du Canadien, on n'est pas vraiment sorti souvent du top 50 au Canada pour les podcasts hockey. Là. Brag. Ouais, c'est une séance de brag. Là. Mais tu sais, c'est pas nécessairement à cause de nous. Là. C'est à cause de vous. C'est que vous êtes au rendez-vous. Puis on apprécie énormément. On le voit quand vous écoutez les podcasts. Fait on apprécie bien gros. Puis on vous prépare une belle saison 2021-2022. On va offrir beaucoup de contenu repêchage aussi. Je pense que c'est du contenu qui est apprécié sur le podcast. On va avoir Simon une fois de temps en temps qui va venir faire son tour. Puis on devrait avoir d'autres invités aussi. Là. Ce soir, on a passé proche d'avoir Jérôme Bérubé là, de Hockey Prospect, mais finalement, côté disponibilité, ça fitait moins. Mais on va sûrement se reprendre. Fait que bref, c'était pas mal le petit brag de la soirée. Puis je rappelle dans le fond que tout sur le hockey a une grosse nouvelle à annoncer, puis j'arrête pas de le dire à chaque podcast, puis là, on dirait que le monde ils sont tannés que je dise ça puis qu'on n'annonce rien. Mais je dirais que dans le gros top, les 2 prochaines semaines, ça devrait être fait. C'est la plus grosse annonce de l'histoire de tout sur le hockey. On met ça gros, là, mais ça va être vraiment cool. Ouais, on a hâte de vous présenter ça, honnêtement. Vraiment très hâte. Puis, oubliez pas non plus d'aller liker la page de Barbe Noire. Barbe Noire, ben justement, c'est ça. J'allais remercier Barbe Noire. Merci d'être là, merci d'être nos partenaires. Je veux dire, c'est tellement incroyable ce que vous faites. Les meilleurs au Québec dans ce domaine-là. Barbe Noire, Matt, justement, m'a invité chez lui à un barbecue. Et j'ai bien hâte parce que la viande de Barbe Noire, c'est la meilleure viande fumée. Merci, Barbe Noire. Oubliez pas d'aller liker la page Facebook pas Facebook, mais YouTube de Simon Servant aussi. Qui offre du bon contenu. Oui, où est-ce que là, je vais faire mon appréciation de Barbe Noire parce que j'ai mangé du jambon, là, ça fait 2-3 jours. Fait que là, je vais faire un review là, de Barbe Noire et de la viande. Non, mais vraiment, c'est ça, c'était excellent. Écoute, je pense que là, il faut vraiment le souligner parce que c'était de très grande qualité. Là. Fait que merci à Barbe Noire de me remplir le bedon. Ouais, exactement. Vous l'avez dit, les gars. C'est bon, fait qu'on se dit à la prochaine, les boys, puis on se revoit dans un prochain épisode.